Bonjour à toutes et tous. Je vous remercie d'assister à ce webinaire organisé par le groupe de travail Assurance des emprunteurs de l'Institut des actuaires que j'ai la lourde charge d'animer avec Yann Ribourg, ici présent. Donc, je m'appelle Vincent Roger. Et le groupe de travail, donc Assurance emprunteur de l'Institut des actuaires, a le plaisir d'inviter et d'accueillir David Eschevin et Jonathan Legros, qui vont nous présenter leur analyse du marché de l'assurance des emprunteurs, ainsi que les enjeux de ce marché et les perspectives, à l'aune du travail qu'ils ont réalisé dans le cadre du bilan du CCSF, Comité consultatif du secteur financier, consacré à la loi Lemoine, qui a assez sensiblement modifié le marché en juin 2022. Avant de leur passer la parole, nous allons, Yann et moi, vous présenter en quelques mots le groupe de travail sur l'assurance des emprunteurs. Donc, c'est un groupe de travail qui a été constitué en 1980, en 1980, c'est pas le siècle dernier, en 2019, je crois, 18, pour travailler à l'origine sur la convention AERAS. Et ce groupe a perduré du fait de l'intérêt d'un certain nombre d'actuaires à partager leurs questions, leurs réflexions sur les évolutions de la réglementation, que ce soit l'initiative du régulateur ou des évolutions de marché. Également, dans un contexte de forte demande d'évolution, que ce soit au niveau français ou au niveau européen, sur un certain nombre de dispositifs qui régissent le marché de l'assurance emprunteur, donc nécessité de définir des positions, des prises de position de l'Institut des actuaires pour garantir le bon fonctionnement de ce marché d'un point de vue assurantiel. Et enfin, dernier point, dernier objectif de ce groupe de travail, la communication sur les bonnes manières, sur les bonnes pratiques actuarielles en assurance emprunteur à l'aune de nos expériences respectives et à destination des jeunes ou moins jeunes actuaires qui souhaiteraient investiguer ou s'investir sur le fascinant marché, très profond marché de l'assurance emprunteur en France. Yann, je te laisse la parole. Bonsoir à tous. Juste quelques petits mots sur les différents sous-groupes qui font partie de ce groupe de travail. Donc, vous avez quelques chiffres, 45 participants pour 7 sous-groupes de travail. Alors, les numéros que vous ne voyez pas correspondent en fait à des sous-groupes de travail qui sont terminés et donc qui ont permis de produire un certain nombre de choses. En résumé, les 7 sous-groupes de travail, vous en avez un, le premier, qui parle des taux de chute dans notre marché de l'assurance emprunteur. Le numéro 7, qui regarde plutôt la suppression de la sélection médicale. Donc là, on touche du doigt à la loi Lemoine. Le SGT 8, qui est plutôt sur la segmentation tarifaire des portefeuilles d'assurance emprunteur. Le numéro 9, qui concerne plutôt la veille juridique et un certain nombre de flash informations qu'on peut diffuser et donc dans le faire savoir plus exactement. Le SGT, les 3 derniers sont plutôt les nouveaux de cette année, alors surtout le 11 et le 12. Le 10 constitue un travail sur les tables de place, donc tout ce qui est loi d'expérience autour de notre marché. Et puis les 11 et 12 qui sont nouveaux depuis cette année, qui concernent l'actualité sur IFRS 17, et puis également une estimation du risque incapacité en Solva 2, essayer de trouver des proxys sur cette partie-là. Et le dernier sous-groupe de travail concerne l'actualité riche en ce moment, liée à la hausse des taux d'intérêt et donc leur impact évidemment sur notre marché. Voilà pour les différents sous-groupes de travail, toujours très actifs, avec des réunions régulières, dont Vincent va vous parler dans quelques instants. Et donc, ces réunions techniques autour d'un certain nombre de sujets donnent lieu à un certain nombre de publications, que ce soit d'échanges au sein du groupe de travail par des réunions plénières semestrielles, ou la publication également
de documents de référence sous forme de guidelines par l'Institut des actuaires. Il y en a eu par exemple un en 2022 sur la provision pour risque croissant, et naturellement des études qui sont communiquées ou des interventions qui peuvent avoir lieu lors des manifestations de l'Institut des actuaires ou sur les médias de l'Institut des actuaires, médias écrits comme le site internet, la newsletter, ou des participations en présentiel à l'occasion de la journée 100% actuaire ou du congrès des actuaires. D'ailleurs, je remercie tous les actuaires membres du groupe de travail qui ont donné de leur temps pour produire du contenu et animer ces ateliers. Avant de passer la main à David et John, je vous précise que naturellement, il y aura des questions-réponses. Oui, c'est ça, des questions-réponses à l'occasion des intervenants, destinées aux intervenants. Ce que je vous propose, c'est de poser vos questions au fur et à mesure de l'exposé de David et John dans le chat, et je me chargerai de faire les modérateurs et de regrouper les questions à l'issue des différentes parties de l'exposé qui, dans un premier temps, évoqueront les premières observations sur la résiliation infra-annuelle, ensuite évoqueront les enjeux liés à la sélection médicale, et enfin une dernière partie sur les perspectives, les enjeux et perspectives de notre marché. David et Jonathan, je vous laisse la parole. Et puis, je Merci reprends les questions. Vincent, merci Yann. Donc, et merci à toutes et à tous de participer à ce webinaire. Donc, effectivement, nous allons vous parler du bilan CCSF 2023 que Jonathan et moi avons eu la chance et l'honneur de construire avec le CCSF. Donc, juste quelques mots sur le bilan et la manière dont c'est construit, parce que c'est important de resituer le contexte. Donc, le comité consultatif du secteur financier est une institution donc, qui dépend de la Banque de France et qui a pour objectif de réguler les relations entre les consommateurs et tous les acteurs du monde financier. Donc, c'est une vision qui est toujours très orientée consommateur. Et quand on parle d'un bilan, le bilan n'est pas un bilan du secrétariat général du CCSF, c'est le bilan de l'ensemble des membres du CCSF. Donc, qui est construit avec un process qui est maintenant érodé. Donc, nous, c'est la deuxième fois qu'on fait ce travail-là. On l'avait fait déjà en 2019. Et le processus, c'est d'abord d'établir un questionnaire qui doit être validé par l'ensemble des membres. Une fois que ce questionnaire est validé, on le transmet à l'ensemble des acteurs du marché via le CCSF. Donc, il circule et les acteurs du marché reviennent vers Actelior puisqu'il faut avoir un tiers de confiance qui puisse garantir la confidentialité et anonymiser l'ensemble des informations. Donc, nous avons reçu du coup des réponses au questionnaire, nous avons reçu des données, donc notamment des données de crédit de la part des banques, on aura l'occasion d'en reparler, et reçu également des données de tarifs pour faire les comparaisons. Le travail est fait uniquement à partir de ces réponses, et donc il y a un traitement, une analyse de ces réponses, et puis ensuite un travail avec les membres du CCSF dans des plénières qui ont eu lieu entre septembre et décembre pour construire le bilan et parvenir à un bilan qui a été approuvé à l'unanimité, donc de mémoire le 16 décembre. Ce bilan, on a eu la chance d'avoir une très bonne représentativité, c'est-à-dire qu'on a 98% des banques, donc l'essentiel des réseaux bancaires qui ont répondu. Et sur les acteurs alternatifs, on a eu des assureurs, mais on a eu aussi beaucoup de courtiers grossistes qui ont participé. Et du coup, ça nous assure une très bonne représentativité du marché en termes d'offres et en termes de volume, que ce soit en délégation ou en substitution. Les objectifs du bilan, alors ce bilan, il était inscrit dans la loi, c'est-à-dire que la loi Lemoine avait demandé à horizon 2 ans de disposer d'un premier bilan de mise en œuvre de la loi. Donc avec un certain nombre de choses. Donc la première chose qui était la mesure de l'évolution des tarifs et garanties emprunteurs. Ensuite, une évaluation relative à l'abandon de la sélection médicale et voir comment ça avait influé sur le marché. Une évaluation d'impact sur la segmentation tarifaire et la mutualisation.
puisque c'est un sujet qui préoccupait les parlementaires notamment. Et enfin, l'analyse de la capacité d'accès à l'emprunt immobilier selon le type de profil, donc les différents profils de risque. Donc ça, c'est les objectifs du rapport et notre analyse nous a mené à étudier ces différents points et à mettre en perspective nos observations avec ces éléments. Donc je vais laisser la parole à John pour la partie quantitative. Merci David. Bonsoir à tous. Donc on va démarrer cette partie par un peu le cadre actuel, hein, le cadre de ces derniers mois. Donc on est dans un contexte plutôt de crise du crédit immobilier. On a une forte remontée des taux depuis fin 2021. On était à 1,10 à fin 2021, on est à plus de 3,5 en novembre 2023. Et cette hausse des taux a entraîné plusieurs problématiques sur le marché du crédit. D'abord, une capacité d'emprunt qui s'est réduite pour les personnes souhaitant souscrire un crédit. Et puisque le marché de l'immobilier en face n'a pas évolué de la même manière, finalement, une perte de pouvoir d'achat pour ces personnes-là. On a eu des problématiques de taux d'usure, notamment fin 2022. Donc une problématique qui a été en partie réglée grâce à la mise à jour de la fréquence justement de mise à jour de ce taux d'usure. Et puis, on a également les banques qui couraient après cette évolution à la hausse des taux, qui rendaient leur activité de crédit non rentable, donc ils étaient en perte sur leur activité de crédit, et la conséquence de cela, ça a été un durcissement des conditions d'octroi des crédits par ces banques. Et donc, le résultat, c'est le graphique que vous pouvez voir en bas à droite, c'est une forte diminution du nombre de crédits souscrits ces derniers mois, puisqu'en 16 mois, on est à peu près à moins 60%, d'où la notion de crise du crédit immobilier et une forte baisse. Donc, quels sont les autres éléments qui ont pu perturber le marché de la délégation, hein, donc la souscription de l'assurance à l'octroi du crédit. Donc d'abord, il y a les courtiers en crédit qui sont dans une période difficile. Les banques se sont recentrées sur leur propre réseau de distribution. Et par conséquent, elles ont déréférencé certains courtiers en crédit, certains ont dû fermer, il y a eu une baisse des accords, et donc on a une vraie crise pour ces courtiers en crédit. Pour vous donner un petit peu des éléments, lors du précédent bilan, donc en 2020, les courtiers en crédit représentaient à peu près 30% du marché de la délégation pour les acteurs alternatifs externes. Là, en 2023, donc on est à moins de la moitié de ce chiffre-là, donc vraiment une très forte baisse. L'autre point que l'on peut mettre en avant, c'est l'évolution de la stratégie des courtiers de proximité. Donc on a un marché tendu, on a des banques qui mettent plus de pression encore à leurs clients pour qu'ils prennent l'assurance de la banque au moment de la souscription d'un crédit. Donc on a des clients qui sont un petit peu tendus et sous pression par rapport à ça. Donc les acteurs, les courtiers, on dit à leurs clients, écoutez, faites l'affaire avec votre banque, prenez l'assurance de la banque, et puis vous reviendrez dans quelques mois et on fera une substitution d'assurance. Et enfin, dernier élément qui a pu aussi avoir un impact sur ce marché de la délégation, c'est ce qu'on verra par la suite, c'est-à-dire la baisse des tarifs des groupes bancaires, donc une baisse des tarifs des banques. Donc tout ça, ça a conduit à quoi? C'est le graphique que vous voyez à droite. C'est une diminution de la part de marché des acteurs alternatifs. Donc c'est ce qui est la part en vert dans le graphique. On était à 9,3% de part de marché en 2021 des acteurs alternatifs externes dans la délégation. On est passé à 8,9 en 2022 et à 7,5 en 2023. Donc le 7,5 en 2023, c'est estimé sur les 5 premiers mois de l'année, puisque le bilan CCSF, on a les données jusqu'à fin mai 2023. Donc tout ce qui est 2023 ou 2023 annualisé, c'est la tendance sur les 5 premiers mois de l'année. Donc cette baisse, on voit qu'elle n'est pas forcément compensée par une hausse de part de marché des contrats groupes bancaires qui restent à 77% entre 2021 et 2023, malgré une petite hausse à 78% en 2022. Mais c'est plutôt les acteurs, les contrats alternatifs bancaires, donc leurs contrats internes défensifs, qui a augmenté, puisqu'on a 8,7% en 2021, on passe à 9% en 2022 et à presque 10,5% en 2023. Donc une hausse des contrats alternatifs internes avec, comme lors du précédent bilan,
des stratégies très différentes en fonction des acteurs bancaires. Certains qui sont complètement sur le contrat groupe, qui n'utilisent pas de contrat alternatif et qui utilisent une politique dérogatoire, et d'autres qui ont tendance à utiliser fortement ce contrat alternatif interne pour le proposer à leurs clients. Donc, une fois qu'on a vu cette évolution, on s'est posé la question de quelle était, avec justement l'évolution un peu des tarifs et du marché, quelles étaient les différences tarifaires entre les contrats alternatifs externes et les contrats groupes bancaires. Donc, on a construit cette analyse qui est une vision moyenne. On a pris les bases de production des banques entre janvier 2022 et mai 2023, avec les profils sous-jacents par CSP, les âges, les tranches d'âge, la souscription, les durées souscrites, etc. Et à côté, on a pris les tarifs qui nous ont été transmis dans le cas du CCSF. On a calculé une moyenne des tarifs pour chacun de ces profils. D'un côté, les tarifs moyens réels appliqués des contrats groupes bancaires, et d'un autre côté, le tarif moyen des contrats alternatifs. Donc, ça reste une vision moyenne. Il n'y a pas d'analyse non plus derrière des garanties. C'est juste pour donner une tendance et avoir une première vision de ces écarts tarifaires. Sur la base de cette analyse, qu'est-ce que l'on constate? On constate une première chose, c'est que pour plus de 2/3 des emprunteurs, le tarif alternatif, il est moins cher que le tarif bancaire et donc plus intéressant pour le souscripteur. Parmi ces 2/3, des emprunteurs, on voit que plus de la moitié des clients pour lesquels le tarif est plus compétitif, la différence tarifaire elle est comprise entre 0 et 2 000 euros, donc plutôt modérée sur cette vision moyenne, avec finalement une part des écarts tarifaires très importants, c'est-à-dire au-delà de 7 000 euros, qui correspond uniquement à 2% de l'assiette globale, avec, comme vous voyez dans les petits camemberts, avec 80% de CSP1, donc plutôt les profils cadres, puisque dans le cadre du bilan, ce qu'on appelle CSP1, ce sont les cadres, CSP2, ce sont les salariés non cadres, et les CSP3, ce sont les ouvriers, de manière schématique. Donc, cet élément du CCSF était intéressant, ça nous permettait de voir un petit peu ces écarts en moyenne sur la délégation. Donc, côté Actelior, on a souhaité aller un petit peu plus loin et de se dire, finalement, on parle de production, mais ce qui nous intéresse par rapport à la RIA, c'est de regarder le stock de portefeuille bancaire et quel est, parmi ce stock, le marché adressable pour les acteurs alternatifs. Donc, on a modélisé le stock de portefeuille bancaire, donc les 12 millions de têtes. On a à peu près 12 millions de têtes, 34 milliards de primes totales, à partir de notre vision du marché. Et à côté de ça, on s'est dit, qu'est-ce qui déclenche une substitution? Donc, on a retenu 2 paramètres. Le premier paramètre, c'est la différence entre le tarif de la banque et le tarif alternatif, c'est-à-dire finalement le gain en euros que peut faire l'assuré en changeant d'assurance. Et le deuxième critère, c'est la rémunération du distributeur, puisque lui, il doit aller capter le client, il doit aller ensuite l'accompagner dans son changement d'assurance et faire les démarches. Donc, il faut une prime résiduelle suffisante pour que la commission qu'il va toucher rémunère suffisamment son travail. Donc, on a défini ces 2 éléments, donc une différence, un gain tarifaire minimum de 1 000 euros et une prime résiduelle minimum de 800 euros. On a modélisé les tarifs bancaires d'après notre vision. En regardant nos bases techniques et notre connaissance du marché, on a également modélisé les tarifs des contrats alternatifs. Là, on n'a pas utilisé une moyenne, par contre, on a utilisé plutôt des tarifs compétitifs, équilibrés mais compétitifs qu'il y a sur le marché. Et on a comparé les deux et on a appliqué ces 2 critères. En appliquant ces 2 critères, on se rend compte qu'à peu près 30% du marché est adressable pour les acteurs alternatifs, ce qui représente 3,7 millions de têtes et presque 10 milliards de primes. Donc, c'est un marché énorme et considérable. Et aujourd'hui, aucun acteur de la place n'est en capacité, de manière industrielle, d'aller chercher ces 3,7 millions de têtes parce que voilà, ils n'ont pas les moyens industriels. C'est vraiment énorme par rapport à la production actuelle de ces acteurs alternatifs. Alors, on peut dire que le 1 000 euros d'écart tarifaire est faible, on peut aller à 2 000 euros. Quand on passe à 2 000 euros, ce que l'on voit, c'est que c'est la petite sensibilité que vous avez à droite, c'est qu'on est à 70% de ces marchés adressables. Donc, on est à peu près à un peu plus de 20% du marché total. Donc, ce qui reste énorme et ce qui reste aujourd'hui compliqué à aller chercher pour les acteurs alternatifs.
Voilà, donc un vrai marché. Maintenant, même s'ils ne sont pas en capacité industrielle d'aller chercher, comment aller chercher ce marché et ces nouvelles têtes pour booster leur production. Donc, les stratégies qui peuvent être mises en place auprès des acteurs alternatifs pour aller chercher du business. Le premier, c'est la stratégie que l'on peut voir chez les courtiers en crédit, même si l'activité aujourd'hui est difficile. Ils ont des clients qui viennent les voir pour des opérations de crédit avec lesquelles finalement l'opération ne se fait pas et est non concrétisée. Et donc, ils ont là des leads qualifiés, si on peut dire. Donc, des personnes qui peuvent rappeler quelques semaines après pour leur proposer une substitution d'assurance dans l'hypothèse que ils ont souscrit un crédit par ailleurs. Donc c'est le levier qu'utilise notamment Meilleur Taux et qui est finalement peu exploité aujourd'hui. La deuxième stratégie qu'on voit pour maximiser les substitutions, c'est le ciblage MRH qui est utilisé avec succès par Massif. Donc c'est d'utiliser les bases MRH pour identifier les nouveaux propriétaires. Donc là, on a aussi, encore une fois, des bases assez, assez intéressante en termes d'informations pour pouvoir vraiment qualifier les leads, qualifier les clients, et donc ensuite appeler les clients ciblés pour leur proposer également un changement d'assurance. Et le dernier levier, qui est sûrement le plus complexe, c'est le référencement Internet, donc l'achat de leads via Internet. La difficulté aujourd'hui, c'est que les leads sont plutôt de mauvaise qualité et que le prix est plutôt élevé. Donc, qui dit lead de qualité moyenne et prix élevé, faut quand même essayer de maximiser le taux de transformation pour essayer de rentabiliser l'opération, mais les deux éléments sont un peu antinomiques. Donc voilà, ça avance doucement sur cette partie-là. Il y a les acteurs continuent à se développer, à essayer d'optimiser leur modèle avec cette stratégie. Une fois qu'on a capté le client, il y a la deuxième partie qui est finalement passer d'un prospect à un assuré, donc transformer les leads en affaires. Et donc ça, en assurance emprunteur, c'est pas simple, ça demande du temps et ça demande des compétences. Il va y avoir un contact téléphonique, il va y avoir des échanges pour rechercher notamment les bons documents, vérifier les informations qui sont liées au crédit, vérifier qu'on a les bons capitaux restendus, qu'on a toutes ces bonnes informations pour éviter d'envoyer une substitution et avoir des allers-retours avec la banque à cause de fausses informations. Et puis, il y a tout ce qui est lié au devoir de conseil qui est extrêmement important. D'abord, pour les garanties. Alors, en assurance emprunteur, on a l'équivalence de garantie, mais l'équivalence de garantie ne signifie pas garantie équivalente, c'est un minimum. Donc, c'est important d'expliquer la différence entre les garanties proposées et les garanties de la banque, et même d'aller plus loin, puisque ces garanties minimum ne répondent pas forcément aux besoins du client. Donc, il y a une vraie nécessité d'échanger pour récolter ce besoin et proposer vraiment le contrat et les garanties qui répondent à ce besoin. L'autre point, c'est les trous de garantie qui sont importants dans le devoir de conseil. Alors, avec la RIA, par rapport avant à la loi Bourquin, on a une réduction des délais, donc on a un peu moins de problématiques de trous de garantie, mais ces trous de garantie existent toujours. Le médiateur a mis un cas en avant d'un sinistre en cours au moment du changement d'assurance qui était dans sa période de franchise pour le premier contrat, au moment où il y a eu la fin du premier contrat. Et donc, dans ce cas-là, ni le premier assureur ni le deuxième assureur ont été contraints de payer, donc l'assuré a été en difficulté derrière. Donc, on voit que ça prend du temps, on voit que c'est du cas par cas, donc ce n'est pas un process qui est 100% automatisable et il nécessite des vraies compétences. Malgré tout, ce que l'on peut voir aujourd'hui sur le marché, c'est que les acteurs alternatifs ont développé des vraies compétences sur la partie substitution. Ils ont mis en place des cellules de traitement de ces substitutions, les cellules reprises, où ils vont préparer les dossiers, les envoyer à la banque et ensuite échanger à la banque. Cela a été renforcé et industrialisé un peu avant la RIA pour beaucoup d'acteurs afin de bénéficier à plein de l'effet RIA. Et c'est ce qu'on peut voir à travers les chiffres qui ont remonté dans le cadre du CCSF. On voit que par exemple, sur les acteurs alternatifs et les intermédiaires qui ont répondu, entre 2021 et 2023, on a un effet du marché du crédit avec moins 41% de délégation. Donc, comme on l'a vu sur la première partie, une vraie diminution de cette part-là. En revanche, sur la partie substitution, on a x2,3 entre 2021 et 2023. Encore une fois, 2023, c'est les 5 premiers mois de l'année annualisée. C'est cette tendance-là qui est observée.
Donc, on a une très forte hausse, une explosion des substitutions, qui est certes en partie due au contexte, hein, on l'a expliqué au début, qui est un petit report de la délégation vers la substitution, mais qui est également clairement un effet positif de la RIA et une conséquence de la RIA. Et donc, ça donne quoi? Donc, sur la base de ce qu'ont déclaré les alternatifs, dans une situation où le crédit est très compliqué, ben, on a 30% d'évolution du nombre de contrats des alternatifs entre 2021 et 2023. Donc voilà, encore une fois, un vrai effet de la RIA. Donc, maintenant, on va le voir via les banques. Je te laisse la parole, David. Donc effectivement, l'autre manière de voir les choses, c'est de regarder via les demandes de substitution qui sont reçues par les banques. Donc c'est un autre chiffre qui a été transmis par les réseaux bancaires. Et là, ce que l'on voit, c'est assez cohérent. C'est une autre vision, mais c'est assez cohérent. C'est une hausse de 86% des volumes, quoi, du nombre de substitutions demandées entre l'année 2021, donc on a séparé en 2 semestres, et le deuxième semestre 2022 et le premier semestre 2023 qui sont à peu près équivalents. Donc avec un nombre qui est passé de à peu près 100 000 contrats à 185 000. Donc ce que l'on voit, c'est que on a eu un vrai impact, et ça c'est la première leçon, un vrai impact de la loi Lemoine. Donc après, la question qu'on peut se poser, c'est comment est-ce que ça a transformé le marché et puis comment ça a fonctionné. Donc souvent, on utilise une métaphore quand on parle de la loi Lemoine. C'est ce qu'on dit, ce que disait John tout à l'heure, c'est qu'il y a à peu près un peu plus de 3 millions, 3,5 millions de contrats qui sont atteignables, hein, ou qui ont un intérêt financier certain à changer. Et l'habitude, c'était à peu près 300 000 contrats alternatifs. Ça a été entre 200 et 300 000 contrats par an. Donc c'est un volume qui fait plus que x10. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, les acteurs du marché ont été chercher les profils les plus productifs, les plus simples. Et souvent, donc, on utilise la métaphore, c'est comme si vous étiez avec une bassine devant une piscine et vous deviez remplir votre bassine. Ben, ce que vous faites, c'est que vous prenez l'eau du dessus. En fonction de la taille de votre bassine, vous en prenez plus ou moins. Et ça, c'est la capacité industrielle des acteurs. Mais un, vous n'êtes pas capable de vider la piscine. Et deux, ben, vous n'allez pas chercher l'eau du fond, qui est un peu plus compliqué à aller chercher. Et donc, c'est quoi l'eau du dessus? Ben, l'eau du dessus, c'est d'abord les CSP+, qui sont un petit peu plus, un peu plus proactifs et qui connaissent un peu mieux la démarche, leur capacité de négociation. C'est aussi, les CSP+, sont aussi ceux qui ont des écarts tarifaires les plus importants. Et donc, c'est ceux qui ont aussi les primes les plus élevées. Donc, ils réunissent un petit peu tous les avantages. Donc, c'est forcément les premiers qui ont été sélectionnés ou qui ont profité de ce changement de réglementation. Et quand on regarde après les autres facteurs, bon, on a bien sûr le montant emprunté qui joue, mais on voit que l'âge joue assez peu, parce qu'en fait, les tarifs bancaires se sont alignés sur les critères d'âge, et du coup, les écarts tarifaires générés par les populations, l'âge de la population, ce n'est pas un critère qui est le plus important. Et ce point de la CSP, c'est un point qui a été mis en avant par le CSSF, qui a pas mal choqué, parce que quand on parle de la loi Lemoine, en fait, la loi Lemoine avait deux objectifs. Elle avait un objectif, c'était de renforcer la liberté de changer, donc ça c'est fait. Puis elle avait un deuxième qui était de rendre la substitution accessible au plus grand nombre, de démocratiser en quelque part la substitution. Et là, ben, le constat, c'est qu'on n'y est pas, puisque quand on regarde précisément, ben, les crédits, on a 56% de CSP2 dans les crédits, 27% de CSP1, et on a quasiment l'opposé, quelque part, quand on regarde les substitutions, donc 58% de CSP1 et 31% de CSP2. Donc ce que l'on voit, c'est que, et c'est naturel quand on s'intéresse, quand on regarde les choses par le prisme précédent, mais ce que l'on voit, c'est que la substitution a profité aujourd'hui plus à des profils de cadres qu'à des profils d'employés ou d'ouvriers. Donc, pour terminer là-dessus, une autre chose, on voit souvent ces chiffres-là, donc c'est important de les rappeler, c'est les chiffres d'encours. Donc, on a souvent une remarque qui est faite,
c'est que l'évolution sur les encours, elle n'est pas très importante. C'est ce que vous voyez là. C'est les contrats alternatifs externes sont passés seulement de 15,3% du stock à 16,1% du stock. Mais en fait, ce que l'on peut dire, c'est que là, on parle de stock de crédit. Donc, le stock de crédit, c'est 16 millions de contrats. Donc, pour avoir une augmentation forte en taux, il aurait fallu avoir une production absolument immense pour avoir un renversement des proportions. Et donc, quand on regarde les chiffres d'un peu plus près, ce que l'on voit, c'est que ça a été bien au détriment des contrats groupes bancaires qui sont en baisse, et d'autre part que la production, quand on regarde par rapport à la production, la hausse du stock entre janvier et mai 2023, ça a fait à peu près 60% de la production de contrats alternatifs en 2021. Donc, c'est des chiffres qui sont quand même assez significatifs parce que c'est en plus de la production naturelle. Parce qu'on ne parle que de hausse du stock, donc que d'une variation. Donc, on a vraiment quelque chose qui est important. Quand on regarde les aspects tarifs, qui était une autre question, ce qui a été la leçon sur les tarifs, c'est que la loi Lemoine n'a pas enrayé la baisse tarifaire. On avait une baisse tarifaire qu'on avait observée déjà en 2019. On voit qu'elle continue. Donc là, vous avez 2021-2023 ou 2019-2023. Donc on voit que cette baisse tarifaire a continué avec une petite chose qui est importante, c'est que on a un effet qui est inverse à ce qu'on avait qu'on avait observé au bilan 2019. Au bilan 2019, on avait vu que les contrats bancaires avaient eu des baisses tarifaires très très fortes sur les jeunes et beaucoup moins fortes, voire des hausses sur les contrats des plus âgés, et donc une sorte de démutualisation de leurs tarifs. Et là, ce que l'on voit, c'est que les contrats alternatifs ont eu cette pente-là, cette fois-ci, avec une baisse tarifaire plus forte sur les jeunes que sur les populations les plus âgées. Donc, en conclusion sur cette première partie sur la RIA, c'est qu'on a d'une part une forte hausse des substitutions, avec un succès qui est hétérogène d'un distributeur à l'autre. À chaque fois, ces réglementations bousculent les équilibres de marché. Autre côté positif, c'est qu'on n'a pas enrayé la baisse tarifaire. En revanche, le point qui est vu comme négatif, que l'on comprend avec un œil actuaire, mais qui reste d'un point de vue consommateur un point important, c'est que cette réglementation a aujourd'hui profité plus au CSP+, qu'aux autres profils. Donc, on va faire une petite pause pour avoir vos premières questions. Merci David et John pour cette présentation, ce panorama de l'évolution du marché suite à la mise en place de la loi Lemoine et avec ce point de départ qui était le précédent bilan. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions avant de passer à la partie suivante qui balayera rapidement les process avant d'aborder l'impact lié à la fin de la sélection médicale, les observations de marché liées à la fin de la suppression de la sélection médicale pour une partie des demandes d'adhésion. Bon, si. Moi, je ne vois pas de questions pour le moment, David. Ah, il y en a une qui est arrivée. Donc, une question a été posée sur l'impact de la modification de la fiscalité sur les contrats. Hein. Il y a une fiscalisation des primes d'assurance emprunteur, enfin des primes, oui, c'est ça, des primes de prévoyance en général, qui a été appliquée, je n'ai plus en tête exactement la date, vous pourrez peut-être me le rappeler. Et la question se pose de savoir si ça a pu être un frein sur la substitution du stock. Et donc, il y a pu y avoir des effets différents sur le stock, enfin sur les substitutions en fonction des générations de souscription. Alors, deux éléments de réponse. La première réponse, c'est que non, on n'avait pas les éléments par génération. C'est pas quelque chose qui était demandé, et c'est quelque chose qui était compliqué. On a déjà demandé beaucoup d'informations aux acteurs du marché, donc c'était compliqué d'aller plus loin. La deuxième, c'est que c'est quand même relativement ancien. J'ai en tête 2019, mais je me trompe peut-être. Les substitutions, c'est sur les contrats récents. Vous savez, il y a une règle, l'arrivée 3.5, c'était moins de 5 ans, moins de 500 000 euros et 5 questions. C'est essentiellement des contrats plutôt récents qui ont fait des changements d'assurance. Donc, on n'a pas vraiment cet impact-là. Et entre nous, j'ai presque envie de dire que c'est l'épaisseur du trait.
quand on parle d'écart tarifaire, les écarts tarifaires sont bien supérieurs à un écart de taxe, parce que là, le changement de taxe, il a été sur le DC, qui est qu'une partie de la prime. Quand on est sur DCIT, c'est souvent, mettons, la moitié de la prime. Donc, c'est un écart de quelques pourcents, alors que quand on voit les contrats qui ont basculé, c'est des écarts qui sont nettement supérieurs. On poursuit? Merci David. Poursuivons. Donc, les process, vous me permettrez d'aller assez vite parce que c'est des choses que vous pourrez lire de toute façon dans le bilan si vous ne l'avez pas déjà lu. En quelques mots, ce qu'on peut dire, c'est que le processus a été, ou en tout cas l'élaboration de ce bilan a été beaucoup plus simple que ça n'a été en 2019. Ça a été beaucoup plus simple parce que le marché a présenté une situation pacifiée par rapport à ce qu'on avait auparavant. Les graphiques que vous avez ici, c'est du déclaratif sur les acteurs alternatifs, savoir s'ils ont rencontré des difficultés dans le process en fonction du canal de distribution, en fonction de si c'est délégation ou substitution, ou en fonction des organismes. Ce que l'on voit, c'est que courtiers en crédit, intermédiaires d'assurance ont plutôt une vision assez positive au bout du compte du process. Il y en a qui ont rencontré des difficultés, mais c'est quand même plutôt positif. Avant, on était quasiment à 100% partout. C'est les assureurs qui ont eu plus de mal et une interprétation qui est peut-être fausse, c'est que les assureurs sont venus un peu plus tard dans le processus de substitution et qu'il y a un apprentissage qui est un petit peu long. Donc peut-être qu'ils subissent cette courbe d'apprentissage et un petit temps d'industrialisation. Après, quand on regarde les choses, les questions qu'on a regardées, on a eu une grosse surprise sur le nombre d'allers-retours. Une surprise parce que nous, notre attente, c'était qu'il y ait beaucoup d'allers-retours. Et là, on voit qu'il y a un peu plus de 50% des cas dans lesquels l'acceptation et le refus se fait directement après un seul aller-retour, sachant que c'est essentiellement des acceptations. Donc, on a un marché, là, ça montre qu'on a un marché qui s'est industrialisé, qui a eu une montée en compétences, j'allais dire, des deux côtés. Côté banque pour un traitement peut-être plus efficace et côté alternatif pour bien comprendre les demandes des différentes banques. Après, quand on regarde d'autres éléments, vous avez un élément qui pose toujours question et qui est souvent montré du doigt, c'est le délai de 11 jours, enfin, le délai de 10 jours plutôt. C'est-à-dire que la banque a 10 jours pour apporter une réponse et ensuite doit émettre l'avenant au contrat de prêt. Et ce que l'on voit, c'est que ce délai de 10 jours, aujourd'hui, selon les déclarations d'acteurs qui fonctionnent en mandat, hein, donc on a des personnes, des acteurs qui ont une information qu'on peut considérer comme fiable, eh bien, est respecté dans moins d'un quart des cas, donc ce qui est relativement faible. Et d'un autre côté, on a quelque chose qui est assez étonnant, c'est que les avenants, quand ils sont transmis aux clients, bah, ils sont retournés relativement tard. Donc, on doit attendre les 11 jours Scrivener, mais on en a seulement 45% en 2022, 31% en 2023, qui ont répondu entre 12 et 30 jours, dans le premier mois. Et puis, on a donc le reste qui a répondu au-delà d'un mois, ce qui est relativement étonnant et relativement important. Donc, ça c'est un point qui a posé question et une petite surprise. Enfin, on a un point qui est important pour comprendre un petit peu comment ça se passe, c'est les motifs de refus, ajournement des demandes de substitution. Donc, vous avez d'abord la vision des réseaux bancaires. La vision des réseaux bancaires, c'est relativement simple. On a 17% qui sont liés, des refus et ajournements qui sont liés à des informations crédit erronées, et on a 60% qui sont liés à une documentation incomplète. Après, il y a l'équivalence de garantie et puis les autres motifs. Quand on regarde la partie des acteurs alternatifs, c'est assez rigolo parce qu'on a quasiment une inversion. C'est-à-dire qu'on a 57% d'informations crédit erronées et 17% d'informations incomplètes. On a à peu près la même chose sur l'équivalence de garantie, mais on a une inversion entre la documentation et l'information crédit erronée. Ce que l'on a par expérience, ce que l'on sait, c'est que cette question d'information crédit, c'est un vrai sujet parce que c'est toujours difficile d'avoir le bon CRD et c'est frustrant à la fois pour les acteurs et pour les clients, de se faire retoquer pour des différences de CRD qui sont parfois pas forcément extrêmement importantes, mais qui sont un point nécessaire, puisque c'est lié à un crédit, il faut se caler sur le crédit. Donc, globalement, ce que l'on peut dire en résumé, c'est qu'on a une bonne surprise sur les allers-retours, qu'on a une confirmation, c'est que ce délai de 10 jours, il est difficile à tenir,
qu'on a une difficulté qui est cette vision différente sur les motifs de refus, et puis le fait que 50% des clients mettent plus d'un mois pour envoyer leur avenant est un point qui est étonnant. Donc ça a amené un certain nombre de recommandations, et d'ailleurs le CCSF n'a pas amené des recommandations sur le fond de la loi, a plus amené des recommandations sur le process, dans des sujets qui seront étudiés dans les prochains mois par le CCSF. Donc, il y a des questions sur le fait de faciliter le partage d'informations sur le crédit. Il y a la question de la contrainte de 10 jours, qui est un vrai sujet. Et puis, il y a un point, John en a parlé tout à l'heure, hein, qui est sur les trous de garantie et le devoir de conseil, où on voit qu'il y a quelques cas de personnes qui ont changé de contrat et qui ne sont pas couverts comme ils le pensaient, ou de personnes qui se retrouvent à avoir un sinistre en franchise pendant la période, au moment du changement, avec des couvertures qui ne sont pas forcément complètement raccord. Merci David pour cette présentation rapide du process et de quelques constats et de quelques KPI clés. Une question est posée dans le chat pour savoir si la loi a des impacts sur la sélection médicale. Donc c'est une excellente question et qui va te faire la transition, s'il n'y a pas d'autres questions sur les process, avec la partie suivante qui va justement vous permettre de vous donner le résultat de vos travaux sur justement l'impact de la sélection médicale, de la fin de la sélection médicale, sur ce qu'on appelle maintenant le segment le moine, des moins de 200 000 euros et 65 ans, qui effectivement a amené un certain nombre de questions, beaucoup de questions et d'interrogations parfois existentielles chez les actuaires et en particulier les assureurs en général, qu'ils soient d'ailleurs assureurs alternatifs ou même assureurs bancaires. Donc je pense que cette partie amènera probablement un petit peu plus de questions que les parties précédentes, donc je vous laisse tout de suite la parole. Eh bien, donc en fait, déjà pour commencer, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un sujet qui intéresse plus les actuaires, mais c'est un sujet qui a moins intéressé les membres du CCSF. C'est-à-dire que quand on parlait au CCSF, la RIA nous a occupé les 3/4 du temps et la question de la sélection médicale 1/4 du temps. Pourquoi? La première raison, c'est que quand on regarde ce qui s'est passé, ben, déjà, on doit s'intéresser à qu'est-ce que ça veut dire de supprimer la sélection médicale. Donc, quand on fait la sélection médicale, on a deux éléments. On a un premier élément, c'est d'éliminer l'antisélection. Donc, les personnes qui se savent malades et qui veulent utiliser la possibilité qui leur est offerte pour avoir un enrichissement. Donc, c'est ce qu'on a appelé le crédit successoral. Donc ça, sa première chose, c'est qu'on en a eu, mais on en a eu très peu. Chaque acteur de la place en connaît un ou deux cas comme ça, mais personne n'a eu un raz-de-marée de crédit successoral. En même temps, on est dans un contexte de crédit qui est un peu compliqué. Donc, un parcours du combattant pour avoir un crédit, donc un crédit que l'on ne veut pas vraiment faire, mais qu'on veut faire pour s'enrichir, c'est peut-être un petit peu compliqué. Un recul qui est faible, mais bon, en tout cas, on n'a pas de mauvaise nouvelle. C'est déjà une bonne nouvelle en soi de ne pas avoir de mauvaise nouvelle. Le deuxième point de la sélection médicale, c'est la question de l'étagement, quelque part, de la tarif. C'est un outil de tarification aussi. Et donc, avec la question des surprimes, la question des exclusions partielles. Et là, avec notre regard d'actuaire, ben, on se dit, ne plus faire de sélection médicale, ça a forcément un impact sur le prix. Parce qu'avant, on donnait des surprimes à certaines personnes. Demain, on ne le fera plus puisqu'on n'a plus de sélection médicale. Donc, rien que ça, mathématiquement, ça va modifier le tarif. Puis les exclusions partielles font qu'on avait avant des exclusions, donc on a un risque qui est aussi supérieur. Là, ce que l'on observe, c'est qu'on n'a pas de hausse alarmante du risque aujourd'hui, mais le recul est faible. C'est un point qui nous a été beaucoup reproché à nous et au CCSF, c'est d'avoir fait cette étude si tôt. En même temps, la demande des parlementaires, c'était d'avoir en février un rapport. Donc, pour avoir le rapport en février, il fallait faire ce travail-là à ce moment-là. Mais on a peu de recul. Mais ce que l'on voit, c'est qu'aujourd'hui, c'est un petit peu pas de nouvelles, bonnes nouvelles. En revanche, la remarque, c'est aussi que le pilotage est extrêmement important. Il faut maintenir cette notion de pilotage. Une question qu'on peut se poser, c'est est-ce que demain, on va avoir une baisse des majorations tarifaires sur le segment le moine? On peut imaginer qu'il y en ait un petit peu sur la partie de gauche, c'est la partie d'antisélection que l'on craignait. Mais bon, encore, le mouvement n'est pas encore vraiment enclenché. La deuxième question, c'est le périmètre. Qui a accès à la loi Lemoine? Donc, le Sénat, quand ils avaient lancé la loi, avait dit que ça devrait être 50% des crédits. Et quand on regardait les choses, ben,
ben, on voyait qu'on était un petit peu en dessous, mais on s'attendait à avoir une part relativement importante, entre 35 et 40% dans nos estimations de crédits qui étaient éligibles. Ce que l'on observe aujourd'hui, c'est que sur la période étudiée, donc sur les 18 mois en gros étudiés, on a seulement à peu près 25% de crédits, donc beaucoup moins que ce qui était escompté. La question, c'est pourquoi et qu'est-ce qui est en cause? Donc, on s'est intéressé aux deux critères. Vous avez un premier critère qui est la limite du capital assuré à 200 000 euros. Et là, ce que l'on voit, c'est que les capitaux en dessous de 200 000 euros représentent 58% des souscriptions de crédit. Donc, ça représente beaucoup de monde. Donc, a priori, la notion de capital à 200 000 euros, c'est plutôt bien calibré. En revanche, c'est la question de l'âge au terme qui a posé problème, puisque, en fait, on a été pris un peu en étau. On a mis cette loi et, en parallèle, on a eu la crise du crédit qui a fait que les taux ont augmenté. Et les taux augmentant et le crédit étant plus difficile, eh bien, on a eu une augmentation de l'âge des emprunteurs, donc, qui est passé de 36 à 39 ans, et une augmentation de la durée des prêts. Et en fait, il y a un raisonnement qui est relativement simple. Avant, vous aviez une majorité de prêts à 20 ans, maintenant ils sont à 25 ans. Quand vous avez un prêt de 20 ans, ben, 60 moins 20, ça fait 40. Donc tous les moins de 40 ans ont accès à le moine, qui font un emprunt pas trop élevé. Là, avec une durée à 25 ans, c'est les moins de 35 ans. Et aujourd'hui, des moins de 35 ans qu'empruntent, c'est un petit peu compliqué, il n'y en a pas beaucoup dans les conditions actuelles. Donc, il y a une question, on nous pose souvent la question, est-ce que la loi Lemoine va être modifiée? Ce qu'on dit, nous, en général, c'est que déjà, le CCSF n'a pas proposé de modification, mais que la question du montant, a priori, il n'y a pas de raison de la toucher. S'il y a un truc qui pourrait être joué, c'est peut-être la question de l'âge. Je vais continuer sur la partie des tarifs, hein, qui avait aussi beaucoup fait parler. Donc les évolutions tarifaires sur le sans sélection médicale. Donc là, on voit l'évolution pour les contrats groupes bancaires. Au moment de la sortie de la loi, les banques ont plutôt communiqué sur un tarif qui ne changeait pas, et c'est ce que l'on peut voir. Leur tarif catalogue n'a pas bougé. En revanche, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une petite différence dans les tarifs appliqués, donc dans les dérogations, entre le sans sélection médicale et avec sélection médicale. Donc, entre 2021 et 2023, avec sélection médicale, on a plutôt des baisses de tarifs entre moins 5 et moins 10%, alors que sans sélection, c'est entre 0 et moins 5%. Donc, une baisse tarifaire dans les deux cas, mais un peu plus importante pour avec sélection médicale, ce qui fait qu'en écart, on a une majoration du sans sélection médicale par rapport au avec sélection médicale d'environ 5%. Donc, quand même une majoration plutôt modérée, avec des portefeuilles bancaires qui sont quand même très gros, hein, et qui peuvent plus facilement mutualiser les possibles anti-sélections. Au côté alternatif, donc c'est un petit peu différent. Ils ont des plus petits portefeuilles, ils sont plus sensibles à l'anti-sélection. Et ce que l'on voit, c'est que l'évolution entre 2021 et 2023, donc avec sélection médicale, c'est ce que l'on a vu tout à l'heure, des évolutions aussi à la baisse entre moins 5 et moins 10%. Par contre, sans sélection médicale, là, on a des majorations plutôt d'environ 10%. Ce qui fait qu'on a une majoration moyenne, le moine, donc sans sélection médicale par rapport avec sélection médicale de 20%, là où dans nos estimations initiales, on était à 25% au moment de la sortie de la loi, donc un petit peu en dessous de ce qui était prévu. Malgré tout, ça reste une vision moyenne des majorations, ce 20%. On a des acteurs qui ont fortement majoré à 30 ou 40% qui tirent cette majoration vers le haut, et on a des acteurs qui n'ont pas du tout changé leurs tarifs, ou très peu, donc qui tirent cette majoration vers le bas. Et bah, vous vous doutez que ceux qui n'ont pas changé leurs tarifs ou qui les ont pas augmentés, bah, ils ont vu leur part de marché fortement augmenter, là où ceux qui ont fait des grosses augmentations ont finalement eu très peu de personnes en souscription. Donc on a vraiment des stratégies différentes selon les acteurs, ce qui a fait que sur ce marché, on a un changement un petit peu de panorama des acteurs avec des parts de marché qui ont un petit peu évolué et certains assureurs qui ont pris un poids plus important. Donc pour l'anecdote, on a regardé aujourd'hui le tarif sans sélection médicale en moyenne, il correspond au tarif classique, on va dire, qui était en vigueur en 2018. Donc, on a ces évolutions tarifaires, mais c'est compliqué, notamment sur la partie Lemoine, d'uniquement comparer le tarif, parce qu'il y a des évolutions d'éligibilité aussi qui ont été mises en place par les acteurs
pour se protéger contre l'antisélection. Donc, chez les alternatifs, on voit que sur 24 acteurs alternatifs, il y en a 9 qui n'ont pas fait de modification d'éligibilité dans ce qu'ils ont déclaré au CCSF. Tous les autres l'ont fait, que ce soit des réductions de franchise, des profils, des statuts qui ne peuvent pas souscrire le produit, certains types de prêts qui ne sont pas ouverts sur ce segment-là, etc. Donc, il y a une restriction de cette éligibilité qui est très difficile en plus à observer de l'extérieur, puisque le seul moyen de pouvoir tester cette éligibilité, c'est d'aller sur les parcours de vente et de faire des cas tests et voir si à la fin les produits sont proposés. Donc, ce n'est pas quelque chose que l'on peut voir dans les CG, contrairement à la deuxième élément mis en avant, c'est-à-dire la mise en place d'exclusions sur ce marché-là. Donc là, sur 21 acteurs alternatifs, on a 8 acteurs qui n'ont pas exclu les sinistres en cours. Par contre, on a 13 qui ont exclu les sinistres en cours. Alors, les sinistres en cours, on peut se dire que c'est pas vraiment une exclusion, puisque si le sinistre en cours, il est en cours au moment de la date d'adhésion, il n'y a pas d'aléa et donc il n'est pas couvert. Donc, c'est plus un renforcement de cette information. Le point, c'est que certains ont exclu les sinistres en cours et leurs suites et conséquences. La question, c'est plus dans l'esprit de la loi, est-ce que les suites et conséquences doivent être couvertes ou non? L'exclusion qui a le plus fait parler, c'est l'exclusion des pathologies préexistantes, qui a été mise en place par quelques acteurs, assez peu sur le marché. On voit que là, il y en a 6 acteurs alternatifs qui ont mis une exclusion totale et 2 qui avaient exclu certaines pathologies. Donc, ces éléments-là ont fait beaucoup parler. Les associations de malades ont remonté des problèmes d'éligibilité en disant nos adhérents n'ont pas de proposition et également ont mis en avant que ces clauses d'exclusion n'avaient aucun sens. Et la CPR a aussi fait un peu la tournée des assureurs et a échangé avec eux et les a encouragés à ne pas mettre cette clause d'exclusion, ce qui fait qu'aujourd'hui, ceux qui avaient mis cette exclusion des pathologies préexistantes soit l'ont déjà retirée, soit sont en train de la retirer. Donc, c'est un sujet qui devrait disparaître dans les prochains mois. Côté bancaire, le constat est un peu différent, puisqu'aucun acteur n'a déclaré dans le cadre du CCSF avoir ajouté des restrictions à l'éligibilité. On a un acteur qui a ajouté une exclusion des pathologies préexistantes sur le segment Le Moine, et on a 3 acteurs bancaires qui ont apporté cette précision que les sinistres en cours n'étaient pas couverts dans le cadre de leur contrat. Donc, en synthèse, sur la fin de la sélection médicale, le premier point, et il est important, David l'a mentionné au départ, c'est que les volumes sont faibles et que le recul est aussi faible. Donc aujourd'hui, il n'y a aucune conclusion réelle à tirer de ces éléments, mais plutôt voilà, on a une tendance, une première tendance, on voit vers où le marché va, mais il va falloir attendre un petit peu d'avoir plus de recul pour avoir des éléments plus robustes. En termes de majoration tarifaire, une majoration modérée pour les banques en moyenne, une majoration un peu plus forte pour les acteurs alternatifs, mais avec une vraie hétérogénéité dans les stratégies, et ce qui a entraîné donc une déformation du marché sur ce segment Le Moine. Et puis enfin, la partie des sinistres précoces. On a peu de sinistres précoces, mais on en a. On sait que sur un portefeuille, par exemple, qui ne court uniquement, pour un produit qui ne court uniquement à la population Le Moine, qui est composé donc plutôt de petites primes, avoir 2-3 sinistres décès entre 150 et 200 000 euros va mettre à mal la rentabilité. Donc voilà, l'importance du pilotage, de continuer à suivre ce risque, de regarder si la population attendue correspond à la population réelle et d'identifier les comportements, notamment des distributeurs qui peuvent être problématiques sur ce segment sans sélection médicale. Merci beaucoup, John. On arrive donc à la fin de cette partie sur la sélection, l'impact de la sélection médicale. J'ai une question, mais avant, je voulais peut-être faire un rappel ou avoir votre avis là-dessus. Les éléments que vous rapportez, quels qu'ils soient d'ailleurs, qui viennent des banques ou des acteurs individuels, en particulier sur les évolutions de tarifs ou sur les évolutions des conditions générales, le sont bien sur une base déclarative. Donc, ça ne se veut pas être exhaustif par rapport à la pratique du marché, même si vous considérez, vous l'avez dit en introduction, que vous estimez la représentativité des acteurs à 80%, donc ce qui donne quand même une forte crédibilité à ces chiffres. Mais bon, il faut quand même avoir en tête qu'on est sur du déclaratif et sur du déclaratif facultatif. C'est pas une enquête ACPR qui interroge tout le monde. Oui, et c'est du doublement non exhaustif, si je peux compléter, parce que
comme beaucoup d'acteurs sont sur des comparateurs aujourd'hui, et beaucoup de la souscription se fait via les comparateurs, eh bien, si on prenait les parts de marché, en fait, les tarifs les moins chers seraient surpondérés. Et là, nous, on n'a pas du tout pondéré. On a pris vraiment des moyennes. Quand on regarde les tarifs, on regarde vraiment en moyenne. Donc, c'est du déclaratif, mais on a fait attention aussi à avoir, on a fait un peu la chasse pour aller récupérer des gens qui soient bien positionnés pour avoir quelque chose qui soit représentatif, mais ce n'est pas représentatif de ce qui est de ce qui est souscrit. Merci. Alors, j'ai une première question de Charles-Henri qui s'interroge sur la dynamique de baisse des tarifs que vous avez décrit dans les slides précédents. Et il s'interroge pour savoir si est-ce que c'est lié à la loi ou est-ce que ça peut s'expliquer par d'autres éléments techniques et en particulier la hausse des taux techniques depuis mi-2022 à capital et durée identique. Alors, il y a deux éléments dans la question. Le premier, c'est que les évolutions, déjà, c'est une tendance. On a une baisse tarifaire, on a une concurrence qui est relativement forte. Et la question n'était pas est-ce que la loi a généré une baisse tarifaire, mais est-ce que ça a enrayé la baisse? Et la réponse, c'est non, avec une différenciation sur les lemoines, non lemoines, où là, c'est indéniable que c'est la loi, puisque avant, il n'y avait pas cette différenciation. Après, pour ce qui est de la question de la hausse des taux, par exemple, la hausse des taux, elle aurait un impact sur l'adhésion, c'est-à-dire sur l'octroi, pardon. C'est-à-dire l'octroi de crédit. Les crédits qui sont qui ont été souscrits au cours des 8 ou 12 derniers mois. Ce que l'on observe, c'est qu'on a beaucoup de substitutions, donc des substitutions qui sont faites sur des emprunts qui sont antérieurs à ça, donc qui sont sur les taux qui étaient les taux d'avant. Et du coup, il y a très peu d'acteurs, ou du compte, moi, j'en ai pas vu, qui avaient augmenté leurs tarifs pour prendre en compte cet effet taux. J'ai une autre question, cette fois-ci sur le thème des exclusions de garantie. Nathanaël s'interroge pour savoir comment vont se positionner les contrats qui n'ont pas exclu les sinistres en cours, donc qui n'ont pas modifié leurs conditions générales. Donc, il s'interroge pour savoir si ces contrats-là vont couvrir les sinistres en cours, avec éventuellement des transferts de provisions d'un ancien assureur, ou alors est-ce que c'est par nature déjà exclu des CG car non aléatoires? L'exclusion des sinistres en cours, c'est une disposition de droit public, c'est-à-dire que l'absence d'aléa est obligatoire. S'il n'y a pas d'aléa, il n'y a pas d'assurance. Et donc, les acteurs qui ont intégré cette précision, John a parlé tout à l'heure des suites et conséquences, qui est une petite limite, mais si on ne parle pas des suites et conséquences, les acteurs qui l'ont intégré ont intégré une précision, n'ont pas intégré quelque chose qui leur donne un droit supérieur à vos autres. Donc, tous les contrats excluent de fait les sinistres en cours. La question après, c'est s'ils excluent les suites et conséquences. Et là, ce qu'on peut vous dire, c'est que pendant les sessions du bilan CCSF, la CPR s'est montrée un petit peu critique par rapport aux acteurs qui excluaient les suites et conséquences, puisque en fait, ils considèrent que ce n'est pas dans l'esprit de la loi. Merci pour cette réponse. Donc, je vous propose de passer à la dernière partie qui sont les perspectives, vos perspectives à l'issue, les perspectives d'Actelior, donc à l'issue de ces travaux réalisés pour le compte des CCSF. Et je vous remercie encore d'en faire une restitution dans le cadre du groupe de travail Assurance Emprunteur de l'Institut des actuaires. Donc, la première chose, c'est qu'on est dans un travail d'industrialisation qui se fait chez tout le monde, en fait. C'est-à-dire que aujourd'hui, pour les banques, c'est un exercice difficile, la substitution, parce qu'en gros, les banques investissent de l'argent pour mettre en place des plateformes de gestion pour perdre de l'argent, pour perdre des clients et perdre de l'argent. Donc, c'est jamais un plaisir de payer pour perdre de l'argent. Et elles ont une nécessité d'être plus efficaces dans le traitement, donc que ce soit plus rapide, moins coûteux, parce qu'elles ont des enjeux aussi de délai qui sont importants. Côté alternatif, il y a vraiment un travail important qui est celui de la captation des clients. En fait, aujourd'hui, c'est la plus grosse difficulté. On a vu qu'il y avait un potentiel qui était immense. Après, le potentiel, il faut aller le chercher. Et aller le chercher, c'est pas évident. Et donc, ça veut dire qu'il y a deux axes de travail. Il y a un premier qui est l'axe de communication, c'est-à-dire que beaucoup d'acteurs vont communiquer pour que cette loi soit mieux connue de l'ensemble du marché.
Et il y a ensuite une capacité de scoring et d'analyse. Pour les banques, juste une dernière chose, c'est que la question, c'est savoir comment est-ce que je dois faire pour lutter contre les demandes de résiliation. Est-ce que je dois le faire en amont, c'est-à-dire travailler sur ma tarif et puis me dire que ben, le passé est le passé et je vais faire en sorte que demain, j'ai moins de substitution, ou le faire au moment de la substitution en faisant des contre-offres, hein. Et là, il y a des politiques qui sont assez différentes, mais avec des grosses difficultés, parce que ce n'est pas forcément très efficace. La deuxième chose, on l'a déjà dit, donc je vais aller très vite, mais la notion de pilotage est indispensable. En fait, on est face à deux éléments dans la loi qui viennent bouleverser complètement les équilibres de marché. Ça bouleverse les portefeuilles, c'est-à-dire que quand on fait de la résiliation, on n'a pas exactement les mêmes personnes, les mêmes profils qui rentrent. On a vu que ce n'était pas exactement en termes de CSP, en termes de durée, en termes d'âge, on n'a pas exactement la même chose. En termes d'impact de sélection médicale, on n'a pas la même chose. Donc ces équilibres de portefeuille, il va falloir les analyser. Et puis, il y a la question de la sélection médicale et de l'absence de sélection médicale de la loi Lemoine, où il faut avoir un suivi précis pour savoir où est-ce qu'on se situe par rapport à ça, et si les décisions qu'on a prises en termes de hausse tarifaire, qui sont toutes faites de manière justifiée pour partie, mais aussi un peu au doigt mouillé pour d'autres, donc si elles se justifient encore. Enfin, on a la question de la hausse des taux, on en a parlé il y a quelques minutes, c'est un point, là c'est le petit clin d'œil actuariel si on veut. Les taux ont fortement augmenté et cette hausse des taux, elle a un impact donc, sur le CRD, elle a un impact sur la mensualité qui ne sont pas neutres. Donc là vous avez différents impacts, mais c'est significatif, c'est-à-dire que la hausse des taux entraîne une hausse du risque qui est significative. Aujourd'hui, comme j'ai dit tout à l'heure, on a une grosse part qui n'est pas de l'octroi, mais qui est de la substitution. Donc, on n'a pas l'impact sur ce qui rentre en portefeuille, ou assez peu. Mais demain, on aura sans doute un impact sur ce qui rentre en portefeuille. Alors, les taux ont rebaissé un petit peu, mais pas énormément. Et ensuite, ça dépendra beaucoup de l'assiette de tarification. Si vous avez un tarif en pourcentage du CRD, en fait, le DC, ça va suivre. Mais l'arrêt de travail, ben, vous allez vous prendre la hausse. Si vous avez un tarif en pourcentage du CI, ben là, vous prenez les deux. Après, ça va dépendre aussi de la manière dont vous avez tarifé, mais c'est des impacts qui sont importants. Et s'il y a un redémarrage du crédit, ben, il va falloir être vigilant parce qu'une hausse de moyenne de 15-20%, c'est pas dit qu'on ait cette marge-là dans les portefeuilles, ou c'est même plutôt dit qu'on l'a pas forcément. Donc, c'est un point important. Et enfin, la dernière chose, c'est plus un clin d'œil ou un élément de projection, c'est que en parallèle de ce bilan, ce n'était pas dans le bilan, mais c'était vraiment un travail parallèle, le 12 décembre 2023, le CCSF a voté à l'unanimité une garantie aide à la famille. Donc cette garantie, c'est quelque chose d'assez simple, c'est de dire qu'on étendrait l'arrêt de travail pour les personnes qui doivent réduire leur activité professionnelle pour s'occuper d'un enfant malade. Et donc, c'est une garantie qui entrera en vigueur un petit peu plus tard, donc qui est en juillet 2025, donc c'est pas demain, c'est après-demain, sur au moins un des contrats emprunteurs et qui devra encore être un peu précisé parce qu'il y a toujours un cadre qui est pas hyper précis, on ne sait pas exactement quelles sont les franchises qui seront mises en place, etc. On va revoir les CG. Les premières analyses qui ont été faites sont des analyses qui montrent que on a un impact sur la sinistralité qui n'est pas immense, qui est même plutôt très faible pour ceux qui ont fait les analyses, parce que c'est un risque qui est quand même relativement rare. Merci, merci David et John. Nous arrivons à l'issue de de ce webinaire et de la restitution de vos travaux. Merci aux 160 participants qui ont eu le courage de rester jusqu'au bout de la présentation. Donc, j'en déduis que c'était intéressant. Si vous avez des questions sur cette dernière partie de perspective ou sur les autres parties, n'hésitez pas, il n'est pas encore trop tard. Sinon, nous vous encourageons à rester à l'écoute des publications de l'Institut des actuaires sur l'assurance emprunteur. Il y a les flash infos, qui sont publiés à peu près tous les deux mois, ou en participant aux manifestations de l'Institut des actuaires, journée 100% actuaire ou au congrès, pour écouter ou participer
aux ateliers qui sont animés par les groupes de travail que vous a présenté hier dans l'introduction. Juste, Une... Vincent, si je peux rebondir sur la dernière question, parce que c'est Oui, oui, bien sûr. Vas-y, je t'en prie. Il y a une question effectivement est posée par Christophe pour savoir si la modification du paramètre de la loi Lemoine et en particulier l'évolution de la hausse du seuil de 200 000 euros est dans les tuyaux avec, comme l'écrit Christophe, est-ce qu'un passage à 400 000 euros est dans les tuyaux actuellement? Alors, ce que l'on peut dire, première chose, c'est que nous, on s'est bien attaché dans le bilan à mettre de manière claire que le sujet de 200 000 n'avait pas à être remis en cause, puisque ce qu'on disait tout à l'heure, 58% des crédits sont en dessous de 200 000 euros. Donc, on a voulu l'appuyer de manière claire et forte. Le CCSF ne recommande absolument pas un changement. Là où je mettrais une petite précaution, c'est qu'il ne faut pas oublier d'où vient la loi Lemoine. La loi Lemoine, elle ne vient pas d'une initiative gouvernementale, elle vient d'une initiative parlementaire, uniquement parlementaire. Et cette question, autant la question sur la RIA, on l'attendait, autant la question sur la bande nutritionnelle médicale, on est tous un peu tombés de notre chaise quand elle est arrivée. Et donc, on n'est jamais à l'abri de ces choses-là, parce qu'un parlementaire pourrait s'en saisir et dire que ce serait bien de ne plus avoir de sélection du tout, etc. Tout est possible dans des éléments parlementaires. J'en parlais à midi avec un client qui me disait, avec un petit sourire, qu'en ce moment, il y avait quelques autres sujets un peu plus importants que le passage de 200 à 400 000 euros. Donc, on avait peut-être quelques mois devant nous tranquilles là-dessus. Mais en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que ce n'est pas dans les tuyaux officiels. Après, on n'est jamais à l'abri, hein. Les initiatives parlementaires peuvent arriver à tout moment. Et en tout cas, j'espère que lorsque le débat sera réouvert éventuellement un jour, que ça pourra donner lieu cette fois-ci à une véritable étude d'impact préalable. On ne m'appelle pas la veille pour me demander mon avis, bien sûr. C'est ça. Mm. Une question de Stéphanie sur l'analyse du volet droit à l'oubli de la loi Lemoine et les premiers constats. Donc, effectivement, il y avait une disposition dans la loi Lemoine qui évoquait le droit à l'oubli. Peut-être que l'interlocutrice fait référence aussi aux réflexions européennes pour un guide de conduite sur le droit à l'oubli. Enfin, en tout cas, pour rester sur la France, je crois que vous aviez regardé rapidement le sujet, David et John. C'était presque un non-sujet pour le bilan parce que c'était pas le sujet qui passionnait les foules, hein. Ce que je dis souvent, c'est que si ça avait été mis tout seul, on aurait fait un monde, hein. Mais à côté de la RIA et de l'abandon de la sélection médicale, c'était considéré comme un petit sujet. Donc ça a été, c'est pas un sujet qui a été traité en tant que tel. Et donc on n'a pas d'analyse sur le sujet aujourd'hui. Donc, il y avait effectivement, c'était le passage, la réduction à 5 ans du droit à l'oubli. Aujourd'hui, effectivement, en tant qu'actuaire, on a des informations assez précises pour ce qui concerne le risque d'essai, ce qui est suffisamment robuste en tout cas pour considérer que l'impact en termes de risque d'une réduction de 10 à 5 ans sur le risque d'essai est tout à fait absorbable par le marché. En revanche, il reste un angle mort du droit à l'oubli qui concerne la garantie arrêt de travail, là pour lequel les organismes publics de santé, que ce soit l'INSERM ou l'INCa, n'ont jamais regardé le sujet. Et donc, c'est l'une des raisons qui nous a amené, Yann et moi, à proposer un protocole d'étude avec l'INCa et l'INSERM pour justement regarder le comportement en termes de risque arrêt de travail pour les personnes en rémission de cancer, c'est-à-dire donc les personnes qui sont éligibles, déjà aujourd'hui éligibles au droit à l'oubli, de manière à ce qu'on puisse avoir une vision un petit peu plus précise du comportement en termes de risque ou de retour à la normale, en termes de risque de morbidité, donc pas de mortalité, mais de morbidité pour l'arrêt de travail, sur ces populations. Et donc, c'est un travail de longue haleine, parce que ça implique un certain nombre d'acteurs, plus des recherches de financement, mais qui sera probablement riche parce que le protocole actuellement mis en place permet d'accéder directement aux bases de la SNDS, du SNDS et du SNIRAM de la Sécurité sociale qui comprennent des informations très précieuses et très riches et très fines sur ces sujets-là. Donc, j'espère qu'on aura l'occasion. Ce n'est pas la semaine prochaine, ce n'est pas le mois prochain, on est plutôt au mieux en fin d'année et sinon l'année prochaine, de pouvoir communiquer à la communauté actuarielle les premiers résultats de cette étude organisée conjointement par l'Institut des actuaires et l'INSERM et l'INCa. Voilà, j'espère vous avoir rassuré, ou en tout cas convaincu de revenir l'année prochaine nous écouter.
Très bien. Merci beaucoup, John et David. Merci à tous et toutes. Et puis, bah, écoutez, je vous souhaite de passer une bonne fin de journée. Et puis, bah, écoutez, si on a l'occasion de rééchanger sur ces sujets-là, n'hésitez pas. Nos adresses, Yann et moi, sont dans la presse qui sera mise en ligne sur le site de l'Institut dans quelques jours. Bonne fin de journée à tous Merci. et à bientôt. Merci.